Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec moi aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous plonger dans un épisode particulièrement intense, profondément humain et chargé d'émotions de Plus belle la vie. Il s'agit du résumé en avance de l'épisode 488, un épisode charnière où la justice, l'enfance et l'esprit de Noël s'entremêlent dans un récit aussi bouleversant qu'essentiel. Après des semaines d'angoisse, de soupçons et d'humiliation, Chloé retrouve enfin la liberté. Son nom est lavé de toute accusation grâce aux révélations décisives de Charles Duvivier. Une victoire judiciaire, certes, mais une victoire fragile, car pendant que la vérité éclate au grand jour, une autre urgence, bien plus intime, continue de hanter le Mistral. Elena, sa fille, s'éteint doucement, prisonnière d'une attente insupportable, privée de celle qui devait la protéger. Au commissariat, les responsabilités éclatent. Yann et Géraldine sont confrontés à leurs mensonges, menottés face à leur choix, tandis qu'Idriss, rongé par le doute et la culpabilité, mesure l'ampleur de ses erreurs. Avoir cru trop vite, avoir fermé les yeux et avoir failli briser une mère et son enfant. Dans cet épisode, la justice ne se contente pas de punir, elle oblige chacun à se regarder en face. Et pourtant, à l'approche de Noël, le Mistral tente de respirer à nouveau. Les guirlandes s'illuminent, les rires des enfants résonnent, et Jean-Paul Boé, fatigué mais profondément humain, enfile le costume de Père Noël. Un symbole fort, presque ironique, dans un quartier qui vient tout juste de sortir de l'obscurité. Car ici, le vrai miracle ne vient pas d'un déguisement, mais des décisions prises dans l'ombre, des gestes silencieux, et de la volonté de réparer l'irréparable. L'épisode 488 nous parle aussi d'espoir et de départ. Nisma, entourée par ceux qui l'aiment, voit son rêve de voyage prendre une tournure inattendue. Un élan de solidarité, une cagnotte, et soudain, la possibilité de choisir enfin pour elle-même. Faut-il partir pour se retrouver ? Faut-il s'éloigner du Mistral pour mieux y revenir ? Là encore, les émotions sont à fleur de peau, et les choix ne sont jamais simples. Mais au cœur de cet épisode, une question traverse chaque scène, chaque regard, chaque silence. La magie de Noël peut-elle vraiment réparer les blessures laissées par l'injustice ? Peut-elle redonner confiance à un enfant, apaiser la culpabilité d'un policier, ou offrir une seconde chance à ceux qui ont trop souffert ? Entre tensions judiciaires, détresse émotionnelle, moments de grâce et promesses fragiles, cet épisode 488 s'impose comme l'un des plus forts de cette période. Un épisode où rien n'est laissé au hasard, où chaque intrigue se répond, et où le Mistral, une fois encore, nous rappelle que derrière les drames se cachent toujours des histoires profondément humaines. Installez-vous, prenez le temps de ressentir chaque instant, et découvrons ensemble le résumé complet et détaillé de Plus belle la vie, épisode 488. Chloé est enfin libre et Boé joue les Pères Noël du Mistral. Le soleil d'hiver illumine la place du Mistral. Une atmosphère de soulagement flotte dans l'air, comme si la ville elle-même respirait à nouveau. Au commissariat, Chloé signe les derniers papiers de sa libération. Après des semaines d'humiliation, de doutes et d'accusations, elle est enfin innocentée intégralement grâce au témoignage accablant de Charles Duvivier. Dans le hall, Baptiste l'attend, un léger sourire au coin des lèvres. « Je t'avais dit qu'on y arriverait. » Chloé, émue, lui répond. « Si tu n'avais pas été là, je serais encore derrière ces barreaux. » « Merci, Baptiste vraiment. » Un silence plein de reconnaissance s'installe entre eux, avant qu'elle ne souffle. « Maintenant, je veux juste retrouver Elena. » Pendant ce temps, Yann est conduit menotté au fourgon de police. Il tente de se défendre. « Je n'étais pas au courant de ce qu'elle faisait. Je vous jure que je n'ai jamais voulu ça. » Mais Idriss reste impassible. « Vous étiez au courant des mensonges, des faux documents, du chantage. Vous avez fermé les yeux. » À quelques mètres de là, Géraldine, livide, ne prononce plus un mot. Elle sait que tout est fini. Au commissariat, Ariane regarde la scène avec satisfaction. Pour une fois, la justice a marché dans le bon sens. Dit-elle à Boé, qui s'affaire à ranger ses dossiers. Jean-Paul esquisse un sourire fatigué. Oui, et pour une fois, on va pouvoir souffler un peu avant Noël. Quelques heures plus tard, le Mistral retrouve des airs de fête. Les guirlandes scintillent,
Boé a enfilé un costume de Père Noël pour la distribution des cadeaux organisés par Myrtha et Luna. Les enfants rient, Lucie l'observe amusée. Papa, t'as l'air ridicule. C'est le prix à payer pour faire plaisir à tout le monde, répond-il en riant sous sa barbe blanche. Dans un coin, Chloé, libre, regarde la scène aux côtés de Baptiste. Elle respire profondément, comme si elle redécouvrait la paix. Tu sais, je crois que c'est le plus beau Noël de ma vie. Normal, t'es enfin libre. Et pour la première fois depuis longtemps, le Mistral retrouve son éclat, les rires, les lumières, et cette impression fragile mais précieuse que la justice et la vérité ont enfin triomphé. La nuit tombe doucement sur Marseille, et les lumières de Noël éclairent les façades du quartier. Au commissariat, Idriss termine un dernier appel, le regard fatigué mais apaisé. Oui, je confirme la demande officielle. Chloé Duret est blanchie de toute accusation, elle doit pouvoir passer Noël avec sa fille. Il raccroche, souffle profondément. Boé, qui l'observe depuis son bureau, s'approche. Tu viens de t'en charger? Oui. J'ai contacté l'ASE. C'est réglé. Chloé pourra passer le réveillon avec Elena. Un silence. Puis Idriss baisse la tête, visiblement troublé. J'ai été aveugle, Jean-Paul. J'ai cru à tout ce que Géraldine racontait. J'ai failli briser une mère pour rien. Boé lui pose une main sur l'épaule. Tu as réparé ton erreur, c'est ça qui compte. Et crois-moi, ça, toutes les mères du monde ne l'oublient pas. Pendant ce temps, dans une petite maison calme de la périphérie, Elena est assise à table devant une assiette à peine entamée. Sa famille d'accueil l'observe, impuissante. Depuis 3 jours, elle refuse presque tout, confie la mère d'accueil au téléphone. De l'autre côté de la ligne, Léa écoute attentivement. Elle mange un peu de compote et du pain, c'est tout? Oui. Elle répète sans arrêt que sa maman a promis d'être là pour Noël. Quelques heures plus tard, Léa arrive sur place, manteau sur les épaules, mallette à la main. Elle s'accroupit à la hauteur d'Elena. Salut, princesse. Tu sais, ta maman t'aime très fort. Elle a eu des gros soucis, mais tout est fini maintenant. Elena relève les yeux, hésitante. Elle va venir? Elle avait promis. Léa sourit doucement. Oui, elle viendra. Idriss s'en est assuré. Vous allez passer Noël ensemble. Dans le regard de l'enfant, une lueur renaît. Un sourire timide, presque effacé, se dessine enfin. Et au loin, les premières cloches de l'église du Mistral résonnent comme pour annoncer qu'enfin, la paix et la lumière reviennent dans la vie de Chloé et d'Elena. Le soir tombe sur la résidence Massalia, et une chaleur douce emplit le salon décoré de guirlandes et de lumières colorées. Nisma, entourée d'Apolline, Jules et Steve, tient entre ses mains son téléphone, le regard fixé sur l'écran. Bon, allez, dis-le-nous. S'impatiente Jules, un grand sourire aux lèvres. Apolline ajoute, taquine. On a tous participé un peu, alors on veut savoir. Nisma hésite, souffle profondément, puis appuie sur le lien de la cagnotte. Ses yeux s'écarquillent. 3500 €, murmure-t-elle, incrédule. Un silence de surprise, avant que Steve n'explose. Non mais c'est énorme. Tu peux déjà acheter ton billet pour l'autre bout du monde. Nisma, d'abord émue, secoue la tête. Je ne sais pas si j'ai envie d'accepter. Ce n'est pas pour moi, c'était juste une idée comme ça. Mais Apolline lui prend la main, sérieuse. Nisma, écoute. Tu aides tout le monde, tout le temps. Là, pour une fois, c'est nous qui voulons t'aider. Les mots résonnent dans le silence. Nisma finit par sourire, les larmes aux yeux. Vous avez raison. Peut-être que c'est le signe qu'il faut que je parte. Que je souffle, que je vive un peu pour moi. Elle relève la tête, un éclat nouveau dans le regard. D'accord. Je pars après les fêtes. Jules, surexcité, lance. Alors jusqu'à ton départ, c'est fête tous les soirs. Steve lève les bras. On va célébrer ton grand voyage, Nisma, la future aventurière du Mistral.
Ils éclatent tous de rire avant de se prendre dans les bras. Une étreinte sincère, pleine de tendresse et d'amitié. Pour la première fois depuis longtemps, Nisma se sent légère, prête à tourner une page. Au loin, la musique monte doucement, et les guirlandes clignotent comme pour saluer ce nouveau départ. Dans quelques semaines, Nisma prendra son envol, portée par l'amour et le soutien de ceux qui croient en elle. Au commissariat du Mistral, l'ambiance est déjà festive. Une grande table a été dressée, des guirlandes clignotent dans tous les coins, et les policiers ont troqué leurs dossiers pour des papillotes. Patrick Nebout, d'humeur joviale, tient entre ses mains un petit chapeau rouge rempli de papier plié. Bon, comme chaque année, on va tirer au sort notre Père Noël. Annonce-t-il en fixant l'assemblée. Ariane, amusée, croise les bras. Tant que ce n'est pas moi, tout me va. Patrick plonge sa main dans le chapeau, mélange les papiers, et tire un nom. Un sourire se dessine sur son visage. Et le Père Noël du commissariat cette année sera Jean-Paul Boé. Un éclat de rire général retentit. Boé, déjà dépité, lève les yeux au ciel. Non mais c'est une blague, là ? Patrick, c'est toi qui as trafiqué le tirage, je le sais. Patrick, faussement solennel, lui répond. Les traditions sont les traditions, Père Noël. File enfiler ton costume avant que les enfants arrivent. Sous les rires d'Ariane et d'Idriss, Boé traîne des pieds vers la salle de repos, son bonnet rouge à la main. Pendant ce temps, au pavillon des fleurs, Mathis griffonne sur une feuille de papier, la mine boudeuse. Baptiste s'approche doucement. Qu'est-ce que tu fais, mon grand ? Une lettre au Père Noël ? Non. Une lettre pour l'engueuler. Parce qu'il n'a pas ramené Elena cette année. Baptiste reste silencieux un instant, touché par la sincérité de son fils. Tu sais, le Père Noël fait ce qu'il peut mais parfois, les miracles, c'est pas lui, c'est nous qui devons les provoquer. Mathis baisse la tête, tristement. Au même moment, Léa arrive au Mistral. Elle retrouve Thomas derrière le comptoir, qui prépare le buffet pour la fête du commissariat. Léa, tu tombes bien. Tu veux un vin chaud ? Mais en voyant son air grave, il s'arrête aussitôt. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Elena, sa famille d'accueil m'a appelé. Elle ne mange presque plus. Elle est épuisée. Elle veut juste revoir sa mère. Thomas se fige, bouleversé. C'est terrible, elle est si petite. Oui, souffle Léa. Et si on ne fait rien, elle va finir à l'hôpital. À cet instant, Gabriel arrive avec Charles Duvivier, tous deux venus prêter main forte à l'organisation. Léa leur raconte la situation, la voix tremblante. Gabriel échange un regard avec Duvivier, profondément ému. On ne peut pas laisser cette petite passer Noël sans sa mère. Duvivier, pensif, hoche lentement la tête. Je vais faire ce qu'il faut. Chloé a été blanchie grâce à moi, il est temps de réparer jusqu'au bout. Et tandis que la fête du commissariat bat son plein, le vrai miracle de Noël est peut-être déjà en marche, dans le secret d'un geste de réconciliation et de justice. Dans les rues illuminées de Marseille, l'effervescence de Noël bat son plein. Au Mistral, l'ambiance est légère, guirlandes, musique et chocolat chaud. Mais derrière les sourires, Gabriel et Thomas préparent un petit coup monté. « Tu es sûr que ça va marcher ?» demande Thomas en arrangeant sa cravate. « Fais-moi confiance. Armand a besoin d'un petit électrochoc. » répond Gabriel avec un sourire malicieux. Quelques minutes plus tard, Armand arrive, visiblement nerveux. « On m'a dit que j'avais rendez-vous ici avec une certaine Lucie ?» Thomas joue la comédie. « Oui, c'est elle qui t'a repéré sur ton profil. Elle t'attendait ici tout à l'heure. » Armand, un peu perdu, regarde autour de lui. Évidemment, elle n'est pas venue. Gabriel tente alors d'aborder le vrai sujet. « Armand, on voulait te parler de Chloé. Elle a besoin que la juge valide la décision avant Noël. » Armand soupire, déjà las. « Même si je le voulais, c'est trop tard. La juge Colbert est partie en vacances. » Charles, qui se tenait non loin, s'avance aussitôt. « Et vous savez où exactement ?» Armand hésite. « Dans le Jura,
Chez sa sœur, je crois. Mais je vous préviens, elle déteste être dérangée pendant ses congés. Charles échange un regard avec Gabriel. L'étincelle d'une idée vient de naître. Pendant ce temps, sur la place du Mistral, Myrtha admire le sapin décoré quand Martin arrive avec un grand sourire. Myrtha, t'as vu le Père Noël? Il est géant. Parfait. Viens, on va faire une photo tous les deux. Je veux envoyer ça à tes parents. Le Père Noël s'approche, jovial, agitant sa clochette. Ils posent, rient, puis s'en vont. Mais à peine quelques instants plus tard, Myrtha cherche dans son sac et pâlit. Mon portefeuille. D'autres passants s'exclament aussi, moi aussi, on m'a volé. La scène s'agite. Un policier en civil, posté non loin, bondit. Police. Bougez plus. Quelques minutes plus tard, le faux Père Noël, menotté, est conduit au commissariat. C'est le capitaine Stanislas Dumont, fraîchement arrivé à Marseille, qui l'escorte personnellement. En entrant, Nebou relève la tête, surpris. Capitaine Dumont? Vous deviez prendre vos fonctions la semaine prochaine. Oui, mais j'ai préféré devancer mon arrivée. Je voulais marquer les esprits. Répond Dumont avec un léger sourire, en jetant un regard au Père Noël penaud. Patrick éclate de rire. Eh bien, bienvenue au Mistral. Vous commencez fort. Ici, même les Pères Noël sont des voleurs. Et pendant que le commissariat retrouve un peu de calme, dehors, la fête continue sans se douter qu'un véritable miracle de Noël est peut-être sur le point de se produire grâce à un vieux monsieur bien décidé à ne pas laisser l'injustice gâcher la magie des fêtes. Et lorsque les lumières de Noël s'éteignent doucement sur le Mistral, il reste bien plus que des décorations ou des sourires de façade. Il reste des cicatrices, des silences, mais aussi cette certitude fragile que la vérité, même tardive, finit toujours par refaire surface. Dans cet épisode 488, Plus belle la vie nous rappelle que la justice ne se limite pas à des dossiers refermés ou à des menottes refermées sur des poignets. Elle se mesure dans le regard d'un enfant qui recommence à espérer, dans le souffle d'une mère enfin libre, dans la culpabilité assumée de ceux qui ont douté trop vite. Chloé et Elena, séparées par l'injustice, s'apprêtent à se retrouver, et ce simple moment devient, à lui seul, le véritable miracle de Noël. Autour d'elle, chacun avance à sa manière. Jean-Paul Boé, derrière son costume de Père Noël, incarne cette humanité fatiguée mais toujours debout, prête à réparer quand elle le peut. Idriss, confronté à ses erreurs, comprend que protéger, c'est aussi savoir reconnaître ses torts. Et au Mistral, malgré les drames, la vie continue, portée par les gestes de solidarité, les choix courageux et les départs nécessaires, comme celui que Nisma s'apprête à envisager pour enfin penser à elle. Cet épisode ne promet pas un bonheur parfait. Il offre mieux que cela, une respiration, une lueur au milieu des failles, et l'idée que même après l'injustice, il est encore possible de reconstruire. Lentement. Humainement. Ensemble. Si ce résumé vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti face à la libération de Chloé, au sort d'Elena, et à cette atmosphère si particulière de Noël au Mistral. On se retrouve très vite pour la suite de Plus belle la vie. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, parfois, le plus beau des miracles, c'est simplement que la vérité soit enfin entendue.